Les téléphones portables font partie de notre vie quotidienne, mais ils peuvent aussi être dangereux. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 histoires vraies parmi les décès les plus troublants causés par les téléphones portables. Ces tragédies révèlent les risques inattendus associés à nos appareils du quotidien. Le 24 juin 2015, une chaude journée d'été à Irving, au Texas, Patricia Allen, une mère de 30 ans, décide d'emmener ses 5 enfants à la piscine de leur résidence pour passer un moment agréable. Patricia est connue pour être une mère attentionnée et dévouée, toujours soucieuse du bien-être de ses enfants. Cependant, ce qui devait être une sortie joyeuse a tourné en un drame qui a changé leur vie à jamais. Les enfants de Patricia, Anthony, 11 ans, Auguste, 10 ans, Treshon, 9 ans, et ses 2 plus jeunes enfants âgés de 3 et 6 ans étaient ravis d'aller nager. La piscine comportait une partie peu profonde et une autre plus profonde et trouble. Patricia restait dans la zone peu profonde avec son fils de 3 ans, tout en demandant aux plus grands de rester là où elle pouvait les voir. Mais bientôt, le drame a frappé. D'après Patricia, alors qu'elle jouait avec son plus jeune fils, elle a soudain aperçu Treshon être entraîné sous l'eau. Paniquée, elle a vu brièvement son short rouge et son visage avant qu'il ne disparaisse dans la partie profonde et trouble de la piscine. Elle s'est immédiatement jetée à l'eau pour le sauver, mais la visibilité était trop mauvaise et elle ne pouvait pas le voir. Dans le chaos, Anthony et Auguste ont également disparu sous l'eau, probablement en essayant d'aider leur frère. Désespérée de sauver ses enfants, Patricia a déposé son fils de 3 ans sur le bord de la piscine pour retourner chercher les autres. Malheureusement, elle ne les a pas trouvés dans l'eau trouble malgré ses efforts frénétiques pour les localiser. À un moment déchirant, son fils de 3 ans est retombé dans l'eau et elle a dû le sauver à nouveau. Elle était déchirée entre protéger son plus jeune enfant et continuer ses recherches pour les autres. Des témoins sont arrivés sur place et ont vu Patricia, figée, fixant l'eau. Ils ont déclaré que la piscine semblait calme, sans signe évident de détresse. Certains ont d'abord cru qu'elle plaisantait en demandant de l'aide, mais lorsqu'ils ont compris la gravité de la situation, l'un d'eux a appelé les urgences. Lorsque les secours sont arrivés, il était déjà trop tard. Anthony, Auguste et Treshon ont été sortis de l'eau inconscients. Malgré les efforts des secouristes, les 3 garçons ont tragiquement perdu la vie. Anthony et Treshon ont été placés sous assistance respiratoire mais sont décédés 5 jours plus tard. Cette perte a laissé Patricia anéantie, confrontée à la douleur, à la critique publique et à une enquête sur la tragédie. La police a ouvert une enquête et certains témoins ont affirmé que Patricia était distraite par son téléphone et ne surveillait pas ses enfants. D'autres ont rapporté qu'à leur arrivée, les enfants avaient déjà disparu et que Patricia semblait prostrée. L'officier James McClellan du département de police d'Irving a confirmé que Patricia avait été vue assise au bord de la piscine, fixant l'eau profonde. Patricia a fermement nié ces accusations, affirmant qu'elle n'avait jamais utilisé son téléphone et qu'elle était dans l'eau avec ses enfants tout le long, essayant de les sauver. Son avocat, Howard Rosenstein, a pris en charge son cas gratuitement pour défendre son innocence. Il a engagé un enquêteur privé pour examiner les relevés téléphoniques et interroger des témoins proches de la famille. Le mari de Patricia, trop bouleversé pour parler publiquement, a affirmé que leurs enfants savaient nager, contredisant la première hypothèse de la police selon laquelle ils ne savaient pas nager. L'enquête a également révélé que la piscine avait déjà été signalée pour mauvaise visibilité et autres problèmes de sécurité, ce qui aurait pu contribuer au drame. Le 10 juillet, Patricia a été arrêtée et accusée de mise en danger d'un enfant. Une accusation basée sur l'idée que son manque de vigilance aurait contribué au décès. Cependant, sa famille et ses amis ont témoigné en sa faveur, décrivant une mère aimante et dévouée. Anthony Bond, porte-parole de la famille, a déclaré que Patricia était l'une des personnes les plus bienveillantes qu'il connaissait. Beaucoup ont estimé qu'elle était injustement accusée. Après le drame, Patricia a dû affronter une douleur immense, des défis juridiques et le jugement public. Ses enfants survivants ont été placés en famille d'accueil, ajoutant à son chagrin. En racontant les événements de cette journée tragique, Patricia a assuré qu'elle avait tout fait pour sauver ses enfants, exprimant une profonde douleur d'avoir assisté à leur noyade. L'avocat Rosenstein a poursuivi sa défense, soulignant que le mauvais entretien de la piscine et sa faible visibilité étaient des facteurs déterminants dans l'incident. Il a également souligné que Patricia n'avait aucun casier judiciaire, aucun antécédent avec les services de protection de l'enfance, ni aucun problème de dépendance.
Il était déterminé à présenter Patricia devant un grand jury, convaincu qu'elle n'avait rien à cacher. Malgré la tragédie, Patricia a reçu un soutien massif de la part de sa communauté. Les voisins, les églises et les amis ont fait des dons de jouets et d'argent pour l'aider et ont même contribué à payer sa caution de 50 000 $. Ce soutien témoigne de la confiance de la communauté en l'innocence de Patricia et en ses qualités de mère. Cet incident tragique, où Patricia Allen a perdu ses 3 enfants, reste une histoire déchirante de pertes, de douleurs et de questions sans réponse. Alors que le processus judiciaire se poursuit, Patricia espère blanchir son nom et retrouver ses enfants survivants. C'était un mardi matin chaud, le 29 juillet 2014, à Bartonville, dans l'Illinois. Wendy Reibolt, une technicienne en santé mentale de 44 ans, était chez elle avec sa fille adolescente. La journée avait commencé comme une autre, mais une tragédie inattendue allait bientôt se produire. Wendy était une figure appréciée de sa communauté. Elle travaillait au Zeller Mental Health Center à Peoria et participait activement à son église locale, Bethel Lutheran, où elle s'impliquait dans des programmes comme le Cursilo et le TEC, Teens Encounter Christ. Née le 21 septembre 1969, Wendy menait une vie épanouie entourée de sa famille, comprenant ses 4 enfants, ses parents, un frère et de nombreux proches. Ce mardi matin, Wendy et sa fille étaient à l'intérieur de leur maison lorsqu'un incendie s'est déclaré. La cause reste inconnue, mais le feu s'est propagé rapidement, ravageant la maison. Réagissant vite, Wendy et sa fille ont échappé aux flammes. Cependant, une fois en sécurité à l'extérieur, Wendy s'est rendu compte que son téléphone était resté à l'intérieur de la maison en feu. À ce moment, Wendy a pris une décision qui allait bouleverser son destin. Elle est retournée dans la maison pour récupérer son téléphone, un choix difficile à comprendre, mais qui peut sembler naturel. Les téléphones contiennent nos souvenirs, nos connexions et font partie intégrante de notre quotidien. Il est donc compréhensible qu'elle ait ressenti le besoin d'aller le chercher. Cependant, l'incendie s'intensifiait, et ce n'étaient pas seulement les flammes qui représentaient un danger. Une épaisse fumée et des gaz toxiques envahissaient la maison. La fille de Wendy est restée dehors, impuissante, tandis que sa mère s'engouffrait à nouveau dans les flammes. La fumée est rapidement devenue insupportable. Wendy n'est jamais ressortie de la maison. Entre-temps, la police et les pompiers étaient arrivés sur les lieux. L'officier Brian Fengel, chef du département de police de Bartonville, faisait partie des premiers intervenants. Conscient du danger auquel Wendy faisait face, il a tenté, avec son équipe, de pénétrer dans la maison pour la secourir. Mais la fumée épaisse, saturée de monoxyde de carbone, rendait toute intervention trop risquée. Les pompiers ont lutté pour maîtriser l'incendie alors qu'il gagnait en intensité. Malheureusement, lorsqu'ils ont finalement pu entrer, il était trop tard. Wendy avait succombé à l'inhalation massive de fumée toxique qui l'avait emportée avant que les secours n'arrivent jusqu'à elle. Cette journée, qui avait commencé comme tant d'autres, s'est terminée dans le chagrin. La mort de Wendy illustre les dangers des incendies domestiques. Non seulement les flammes, mais aussi la fumée mortelle qui peut submerger quelqu'un en quelques instants. Après cette tragédie, le chef Fengel a livré un message essentiel aux médias. Les biens matériels peuvent être remplacés. Ne retournez jamais dans une maison en feu pour récupérer quoi que ce soit. Le message était clair, rien, pas même un téléphone, ne vaut la peine de risquer sa vie. L'histoire de Wendy est un rappel douloureux de cette leçon et un avertissement pour que personne ne prenne de tels risques, quelles que soient les attaches émotionnelles aux objets laissés derrière. Wendy laisse derrière elle une famille en deuil. Ses filles, Amber et Abby, qui ont survécu à l'incendie, porteront le poids émotionnel de la perte de leur mère. Ses autres enfants, Ali et Nathan, devront également affronter la douleur de cette perte tragique. Les parents de Wendy, Steven et Sherry doivent désormais vivre avec la déchirante réalité d'avoir perdu leur fille. Le 4 août 2014, les funérailles de Wendy ont eu lieu au Davison Fulton, Bartonville Chapel. Famille et amis se sont réunis pour lui dire un dernier adieu lors d'un service conduit par le révérend Raymond Barclay. Wendy a été incinérée et ses cendres ont été placées au cimetière luthérien. En repensant à cet événement, beaucoup pourraient en se demander pourquoi Wendy a choisi de retourner dans cette maison en feu. Dans les moments de crise, les décisions sont souvent guidées par l'instinct, surtout lorsque quelque chose semble irremplaçable. Mais la réalité est qu'aucun objet matériel ne vaut une vie. Si Wendy avait attendu l'intervention des pompiers, elle serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui. Sa mort tragique est une mise en garde pour nous tous. Dans les situations d'urgence, il est crucial de réfléchir avant d'agir.
Dans le feu de l'action, il est facile de réagir de manière impulsive, mais parfois, le plus important est de rester en sécurité et de faire confiance aux professionnels. L'histoire de Wendy Ribolt ne se limite pas à une perte tragique. C'est une leçon sur la rapidité avec laquelle tout peut basculer face au danger. Elle nous rappelle que dans une situation de vie ou de mort, la seule chose qui compte vraiment, c'est de sortir vivant. Le 25 décembre 2015, à San Diego, en Californie, Joshua Burwell, un père de famille de 33 ans originaire de Sheridan dans l'Indiana, avait prévu de visiter Sunset Cliffs pour admirer et capturer la beauté de l'océan le jour de Noël. Connu pour sa passion de la photographie et son amour de la nature, Joshua était enthousiaste à l'idée de passer la journée à prendre des photos. Cependant, cette journée a pris une tournure tragique. Joshua est arrivé à Sunset Cliffs avec une personne à bord de sa voiture. La zone était très fréquentée et il a eu du mal à trouver une place de stationnement. Une fois garé, il a commencé à marcher le long des falaises, semblant concentré sur un appareil électronique, soit son téléphone, soit son appareil photo. Selon des témoins, Joshua était absorbé par l'appareil et ne prêtait pas attention à son environnement. En marchant près du bord de la falaise, Joshua continuait de regarder l'appareil qu'il tenait dans ses mains. Sunset Cliffs est un lieu prisé pour ses vues imprenables, mais également connu pour ses chutes dangereuses. Malheureusement, Joshua n'a pas réalisé à quel point il se trouvait proche du bord. Soudain, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 18 mètres sur les rochers en contrebas. Des témoins se sont immédiatement précipités pour l'aider. 3 personnes, dont Thor Willink, un jeune homme de 13 ans habitant à proximité, sont rapidement descendus les falaises pour tenter de le secourir. Thor avait apporté des cordes et d'autres équipements pour faciliter le sauvetage. Malgré leurs efforts, Joshua n'a pas survécu et les secours ont constaté son décès sur place. La nouvelle de la chute tragique de Joshua s'est rapidement propagée. Sa mère, Cheryl Burwell, a exprimé sa douleur sur Facebook. Elle a confirmé que Joshua prenait des photos lorsqu'il est tombé et a partagé son chagrin face à la perte de son fils. Dans son message, elle a encouragé les autres à chérir leurs proches, déclarant « Serrez vos enfants dans vos bras et dites-leur toujours que vous les aimez. Je suis reconnaissante que mes derniers mots à Josh aient été « Je t'aime ». Bill Bender, sauveteur à San Diego, s'est ensuite adressé aux médias pour rappeler les dangers liés aux distractions dans des environnements risqués. C'est comme conduire en utilisant son téléphone portable. Vous ne voulez pas marcher en regardant votre téléphone dans une zone dangereuse. Vous devez rester attentif, a-t-il averti. Fait intriguant, l'appareil que Joshua utilisait n'a jamais été retrouvé, laissant certains aspects de l'incident dans le flou. Ce qui reste certain, c'est que la distraction a probablement joué un rôle dans sa chute. La mort de Joshua nous rappelle combien un simple moment d'inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Bien que Sunset Cliffs soit indéniablement magnifique, cet endroit exige aussi une grande prudence. La perte de Joshua Burwell, un jour de Noël, a profondément marqué ceux qui ont été témoins de l'événement et qui ont tenté de lui venir en aide. En 2010, un incident tragique et inattendu s'est produit au Rajasthan, en Inde, choquant la communauté locale et mettant en lumière un danger caché dans les technologies du quotidien. La victime était Gopal Gujjar, un jeune berger de 23 ans originaire du village de Banda à Kota. Sa mort a révélé les risques imprévus que peuvent poser les téléphones portables, des appareils dont nous dépendons quotidiennement. Gopal menait une vie simple, partageant une modeste maison avec ses frères. Ensemble, ils possédaient une petite parcelle de terre et travaillaient comme éleveurs de bétail. Chaque jour, Gopal emmenait son troupeau paître dans la forêt voisine. Gopal utilisait fréquemment un téléphone portable Nokia 1209, un modèle réputé pour sa robustesse et sa simplicité. Lancé en 2008, ce téléphone était idéal pour quelqu'un comme Gopal qui avait besoin d'un appareil capable de résister aux conditions difficiles des champs. Bien que basique, ce téléphone était devenu un élément essentiel de sa vie quotidienne, lui permettant de rester en contact avec sa famille et ses amis. Ce jour-là, Gopal suivit sa routine habituelle et emmena son troupeau paître. Comme toujours, il avait son Nokia 1209 avec lui. Plus tard dans la journée, il passa un appel téléphonique sans se douter que cet acte anodin entraînerait une issue dévastatrice. Alors qu'il utilisait le téléphone, celui-ci explosa près de son oreille, causant de graves blessures à son oreille, à son cou et à son épaule. L'explosion fut si puissante qu'elle laissa Gopal grièvement blessé. Seul dans la forêt, sans témoin, il succomba à ses blessures sur place. Lorsque Gopal ne rentra pas chez lui ce soir-là, sa famille s'inquiéta. Il connaissait bien sa routine quotidienne et sentait que quelque chose n'allait pas. À la tombée de la nuit,
Une équipe de recherche fut organisée pour le retrouver. Tard dans la nuit, ils découvrirent dans son corps, près de sa ferme. À ses côtés se trouvaient les restes de son téléphone éclaté et de sa batterie. La scène était terrible. Les blessures de Gopal étaient de graves, avec des brûlures et des plaies visibles dues à l'explosion. Le Nokia 1209 était brisé en morceaux à proximité. Les enquêtes confirmèrent de plus tard que le téléphone avait explosé pendant son utilisation, un événement rare mais mortel. La mort de Gopal suscita une onde de choc dans tout le village et au-delà. L'histoire était particulièrement troublante car de tels incidents étaient extrêmement rares à l'époque. Divers médias, dont le Times of India et Sky News, rapportèrent cette tragédie. La police confirma que la mort de Gopal avait été causée par l'explosion de son téléphone. C'était la première fois qu'un tel incident était enregistré en Inde, où un téléphone explosait sans être en charge. Cela souleva immédiatement des inquiétudes quant à la sécurité des téléphones portables, en particulier ceux équipés de batteries contrefaites ou défectueuses. Le Nokia 1209, bien que réputé robuste, n'était pas à l'abri des dangers posés par les batteries contrefaites. Ces batteries, souvent fabriquées avec des matériaux de mauvaise qualité, étaient courantes sur le marché et pouvaient provoquer des dysfonctionnements, y compris des explosions. Dans le cas de Gopal, on soupçonna que la batterie de son téléphone était contrefaite, une théorie soutenue par des incidents similaires signalés dans d'autres pays comme la Chine et le Népal, où des batteries défectueuses avaient été liées à des explosions fatales. La mort tragique de Gopal n'était pas un incident isolé. Dans le monde entier, d'autres rapports faisaient état d'explosions de téléphones causant des blessures graves, voire des décès. En Chine, un homme perdit la vie après l'explosion de son téléphone en cours d'utilisation. Au Népal, un incident similaire fut également signalé. Ces cas attirèrent l'attention sur un problème mondial croissant nécessitant des solutions urgentes. Les fabricants de téléphones, y compris Nokia, prirent ces événements très au sérieux. Des enquêtes furent menées pour comprendre les causes et prévenir de futures occurrences. L'accent fut mis sur l'identification et l'élimination des batteries contrefaites du marché, ainsi que sur le respect de normes de sécurité strictes pour tous les composants des téléphones. L'histoire de Gopal est un exemple des dangers potentiels liés à la technologie que nous utilisons quotidiennement. Les téléphones portables sont devenus une nécessité dans nos vies, mais ils peuvent représenter des risques s'ils contiennent des composants défectueux. Bien que de tels incidents soient rares, ils soulignent l'importance d'utiliser des pièces de téléphone authentiques et de suivre les consignes de sécurité. Depuis cet événement, les fabricants de téléphones ont redoublé d'efforts pour sensibiliser les consommateurs aux risques des batteries contrefaites et à la manière de les éviter. Ces précautions visent à prévenir de futures tragédies et à garantir la sécurité des utilisateurs à travers le monde. Le 30 juillet 2013, à Palatine, dans l'Illinois, Roger Miro, un homme de 56 ans résidant dans le complexe de condominium Willow Creek, était connu pour sa gentillesse et sa serviabilité. Malgré une cécité légale due à des lésions du nerf optique, Roger vivait de manière autonome et se rendait chaque jour au travail en bus. Ce jour-là, Roger était rentré chez lui vers 15h30, après une journée de travail ordinaire. Plus tard dans l'après-midi, il remarqua que son téléphone portable avait disparu. Après avoir refait ses pas et fouillé son appartement, il pensa qu'il avait peut-être accidentellement jeté son téléphone dans un sac poubelle qu'il avait descendu par la goulotte à déchets de l'immeuble. Roger décida alors de se rendre dans la salle des ordures située au sous-sol pour tenter de le récupérer. Aux alentours de 18h30, Roger s'adressa à son voisin Larry Bonney, membre du conseil d'administration de la copropriété, pour lui demander la clé du sous-sol. Larry, qui ne pouvait pas accompagner Roger car il attendait un appel téléphonique, lui remit la clé sans l'avertir des dangers du compacteur à ordures dans le sous-sol. Déterminé à retrouver son téléphone, Roger se rendit seul dans la salle des ordures. La salle, située dans le garage du bâtiment, abritait un grand compacteur à déchets relié à une benne. Ce compacteur était équipé d'un capteur photoélectrique qui activait automatiquement la machine lorsque le niveau des ordures atteignait un certain seuil. Cependant, aucune signalisation ou mise en garde n'était présente sur la porte de la salle ni sur le compacteur pour informer des dangers potentiels. Dans la salle, Roger trouva une échelle installée à côté du compacteur. Il monta sur l'échelle et se pencha au-dessus de la trémie du compacteur pour chercher son téléphone parmi les déchets. À ce moment-là, deux scénarios sont possibles. Soit un sac poubelle tombé par la goulotte l'a déséquilibré, soit Roger s'est accidentellement penché trop loin et a perdu l'équilibre. Tragiquement, sa chute dans la chambre de chargement du compacteur déclencha le capteur et la machine se mit en marche.
En l'absence de mécanisme de sécurité pour permettre une évasion, le vérin hydraulique du compacteur s'activa, causant des blessures fatales à Roger. Vers 21h30, Donna Miro, l'épouse de Roger, rentra chez elle et s'inquiéta de ne pas pouvoir le joindre. Elle contacta la police pour signaler sa disparition. L'enquête débuta par des interrogations auprès des voisins de Roger, dont l'un mentionna qu'il avait emprunté la clé de la salle des ordures plus tôt dans la soirée. La police inspecta alors la salle des ordures et remarqua que la serrure de la porte avait été retirée. Ils trouvèrent l'échelle toujours appuyée contre le compacteur. Après des investigations approfondies, ils découvrirent malheureusement le corps de Roger à l'intérieur de la machine. Le médecin légiste du comté de Cook confirma plus tard que Roger était décédé de multiples blessures par écrasement et sa mort fut classée comme un accident. La disparition tragique de Roger bouleversa la communauté. Il fut rappelé comme un homme généreux qui aidait souvent les autres, notamment les personnes souffrant de handicap d'apprentissage. Sa mort souleva également des questions cruciales sur la sécurité des machines industrielles, comme les compacteurs à déchets, et sur l'absence de mesures de sécurité et d'avertissements appropriés. À la suite de cet incident, Donna Miro, l'épouse de Roger, intenta une action en justice contre l'association Willow Creek No. 6 et Hillcrest Property Management. Elle affirma que la gestion de l'immeuble avait manqué à son devoir en ne plaçant pas de panneaux d'avertissement nécessaires à l'extérieur de la salle des ordures et sur le compacteur. Elle soutint également que les résidents n'avaient pas été suffisamment informés des dangers liés à cet équipement et que Roger n'aurait pas dû avoir un accès non supervisé à cette zone, compte tenu de son handicap visuel et du fonctionnement automatique de la machine. Craig Brown, l'avocat de Donna, déclara « Les défendeurs ont exposé Roger à un danger caché. Cette tragédie aurait pu être évitée si des panneaux d'avertissement adéquats avaient été en place et si le conseil avait été sensibilisé aux risques posés par la machine. La plainte visait à obtenir une indemnisation pour la mort injuste de Roger ainsi que pour le préjudice émotionnel subi par lui et sa famille.